Nous sommes de retour et on va parler d'une société inclusive, ouverte et multiculturelle. En tout cas, c'est l'idéal de la SBL Singa qui met en place des espaces de rencontre pour des personnes qui bénéficient de protection internationale et des citoyens. Et pour en parler, nous recevons Lionel Defreng. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable du programme Calme qui fait partie de la SBL Singa. Je le disais, l'idée c'est de mettre en relation, en colocation des personnes qui bénéficient de protection et des citoyens bruxellois. Il y a déjà 100 colocations sur les 4 dernières années. Ce sont quoi les premiers retours que vous avez de ces colocations? Ça se passe comment? Mais ça se passe vraiment bien. Vraiment bien, et ça c'est pas une impression que Singa sort de son chapeau. On l'a vérifié, on a posé les questions justement aux personnes impliquées dans notre projet, les personnes réfugiées qui ont vécu, les colocations, les citoyens, mais aussi les volontaires qui ont accompagné ces personnes. Et ce qu'il ressort, c'est que de la part du côté des réfugiés, le sentiment de satisfaction est vraiment très important. On est à 94% de taux de satisfaction de personnes qui ont eu cette expérience de la cohabitation chez l'habitant ou en colocation. Et du côté des hébergeurs ou des colocations, ça c'était vraiment quelque chose qu'on regardait, qu'on scrutait, mais là aussi on est à 8 sur 10, 80% d'hébergeurs qui qualifient leur relation de bonne ou de très bonne, et 80% qui disent qu'ils vont renouveler l'expérience, soit directement ou un peu plus tard. Donc c'est vraiment très positif par rapport à l'objectif de notre projet, qui est d'abord un projet de création de liens, et donc de vie en communauté entre des personnes qui viennent d'ailleurs, qui sont en exil, et les citoyens ici à Bruxelles. Mais sur ces personnes qui viennent d'ailleurs, on a utilisé le terme de protection internationale, vous avez utilisé le terme de réfugiés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement qui sont ces personnes qui font ces demandes de colocation? Oui, tout à fait. En fait, c'est un peu technique, c'est des mots, mais quand on parle de bénéficiaire de protection internationale, c'est en fait toute personne qui obtient un statut légal de protection, et donc ça inclut la personne qu'on appelle réfugié, c'est le statut, un statut de réfugié reconnu, mais aussi les protections subsidiaires et les fameuses protections temporaires qu'ont obtenues les personnes venant d'Ukraine. Donc le statut de réfugié est inclus dans cette définition. Parce qu'évidemment, quand on entend réfugié, il y a parfois beaucoup de confusion et on confond avec les demandeurs d'asile dont on a parlé dans un précédent sujet. On n'est pas dans la même situation que les logeurs qui ont même parfois eu des problèmes avec la justice parce qu'ils logeaient des personnes qui étaient en réalité illégalement sur le territoire. Alors c'est ça, c'est complexe effectivement. Ici, nous on travaille avec des personnes qui ont obtenu le statut. En fait, par rapport à la question des demandeurs d'asile, nous on est en bout de chaîne. On est aussi quelque part dans ce système de l'asile belge, mais on est en bout de chaîne dans le sens où on va permettre à des personnes qui ont obtenu la protection à l'issue d'une demande d'asile de s'installer dans un premier logement, ce qui d'ailleurs en fait va libérer des places pour des demandeurs d'asile, et notamment on voit aujourd'hui le besoin énorme pour ces personnes. Et ces logements, ce sont donc des colocations. On sait que c'est un type de logement à part entière. On parlait des jobs étudiants il y a un instant. C'est très prisé des étudiants. Est-ce qu'il y a un profil type pour ces réfugiés qui font ces demandes? Est-ce que ce sont des jeunes exclusivement? Alors pas du tout, et je dirais même dans les deux sens. C'est-à-dire qu'au niveau des personnes qui sont réfugiées, on va trouver des personnes jeunes. Alors quand on dit jeunes, il y a des jeunes autour de 20 ans, mais on a évidemment la tranche de 25, 30, 35 ans, mais on a aussi des réfugiés de 40, 50 ans. Donc c'est vraiment très très varié en termes de profil. Évidemment, nous nous adressons dans notre projet à des personnes isolées, c'est important quand même de le spécifier. Donc on ne s'est pas lancé dans l'hébergement de familles ou de couples ou de femmes ou hommes avec enfants. Ce sont des personnes isolées. Mais au niveau des colocations, c'est aussi différentes catégories d'âge. La colocation, le co-living à Bruxelles, ça n'est plus uniquement réservé aux étudiants. Aujourd'hui, ce sont des jeunes travailleurs de 25, de 30 ans, 35 ans, des quadras, des quinquas qui vivent en cohabitation. Alors, vous le disiez, c'est pas toujours évident de choisir qui peut aller en colocation. C'est sans doute pour ça aussi que vous êtes focalisé sur les personnes isolées. Toutes les personnes qui ont déjà vécu dans une colocation savent que c'est compliqué. Parfois, ça peut très bien se passer, ça peut aussi mal se passer. Il faut des règles. Comment ça se passe au quotidien? Est-ce que vous aidez les personnes qui logent et les personnes qui font les demandes? Eh bien, est-ce que cela se passe bien? Parce que peut-être que ces personnes qui viennent d'autres pays n'ont pas l'habitude aussi de ce mode de vie. Ben oui, mais c'est aussi pour ça qu'on a imaginé ce projet. C'est pour permettre cette rencontre-là, cette expérience de la colocation qui n'est pas tout de suite peut-être le choix ou l'idée première des personnes réfugiées. Alors en fait,
C'est pour ça que je disais, on l'a vérifié par nous-mêmes, on a fait une enquête auprès des personnes impliquées. On a vérifié que ça se passait globalement bien, même si parfois, ici et là, comme dans toute cohabitation, il y a des difficultés. Ça fonctionne parce qu'on va se donner le cadre et les outils pour y parvenir. Contrairement peut-être à ce que des citoyens ont vécu ici avec l'accueil d'Ukrainiens, où ça s'est fait dans la vitesse et on n'a pas eu le temps parfois de pouvoir mettre des balises avant. Ici, dans notre projet, les choses sont très balisées. C'est-à-dire qu'avant même le début de la cohabitation, on va s'assurer qu'il va y avoir une adéquation entre la personne qu'on va proposer pour l'hébergement, pour la colocation, et la colocation. C'est-à-dire qu'on va regarder quelles sont les habitudes de vie. Est-ce que c'est les mêmes profils, le même caractère? La langue de communication, très important dans notre projet. Donc, on va déjà vérifier avant. On va faire une rencontre sans engagement qui permet aussi aux personnes de sentir qu'elles sont prêtes à vivre ensemble. Et puis ensuite, ça fait lien avec la question, mais oui, on va l'accompagner, cette colocation, on va la suivre. Et donc, par exemple, la personne réfugiée, elle sera accompagnée dans toutes ces démarches par l'équipe de Singa et par des volontaires. On veut vraiment séparer la vie de cohabitation avec toutes ces questions qui peuvent être très énergivores, très stressantes aussi. Et donc, cet encadrement-là, c'est Singa qui le fait. On est présent pour la cohabitation, pour vérifier que les choses se passent bien. Et effectivement, dans une cohabitation, qu'on soit avec une personne étrangère ou avec d'ici, évidemment, vivre ensemble, c'est amener des petites crispations, des tensions, qui fait la vaisselle, qui sort les poubelles, la question du bruit, quand on invite un ami, enfin il y a des milliers de questions. Et puis vous parlez d'un matching sur mesure, c'est le terme que vous utilisez. Oui, c'est un peu, évidemment. Mais ça fonctionne aussi pour toutes les colocations. On n'est pas dans un catalogue Ikea du réfugié, c'est pas ça l'esprit, c'est pas une application ni un algorithme, ça reste toujours un feeling, mais effectivement on va tenir compte de ces, des demandes, des souhaits, des lignes rouges, de la colocation ou de l'hébergeur et des réfugiés eux-mêmes pour que ça fonctionne. Ça ne sert à rien d'aller proposer à une personne qui cherche plutôt un espace assez calme où on se croise de temps en temps et on vit sa vie et d'aller lui proposer la colocation où on mange tous les soirs, où on fait parfois la fête. Ça n'a pas de sens, ça va créer des crispations. Donc on s'assure vraiment de proposer des personnes dans les bons endroits et puis d'accompagner tout ça. Et en général, ces colocations, elles durent combien de temps? C'est plutôt durable ou c'est plutôt un tremplin pour après aller vers un autre logement? Alors, quand on est chez l'habitant, c'est un tremplin. Là, clairement, d'ailleurs, les choses sont balisées par une convention, par un contrat. On est sur un séjour de minimum 6 mois. C'est vrai que c'est plus long que ce que peuvent proposer parfois certains citoyens, mais on n'est pas dans un projet d'urgence. On n'est pas dans un projet pour dépanner. On est vraiment dans un projet qui permet une création de liens. Et donc, 6 mois, c'est suffisant pour permettre à une personne réfugiée de s'installer et de chercher un logement dans des bonnes conditions. Mais donc, c'est temporaire. Dans le cas d'une colocation, c'est le contrat d'une colocation. Évidemment, en général, c'est plutôt au minimum 1 an, le temps aussi que la personne se familiarise avec la coloc et on voit si ça continue. Maintenant, on est encore un peu... 4 ans, c'est pas mal et c'est encore très peu. Donc, on manque encore de recul pour vraiment sentir est-ce que ce type de vie fait que des personnes restent 2-3 ans. Ça, on le verra dans les années qui viennent, évidemment. Et enfin, brièvement, parce qu'on n'a pas encore pu aborder la question du loyer, qui est une question importante quand on se met en colocation. Il y a souvent cette recherche-là aussi, on cherche à diviser pas mal de frais. Comment ça fonctionne financièrement? Brièvement, il n'y a pas de problème, parce qu'en fait, il n'y a pas de différence avec un colocataire normal. La personne réfugiée paie son loyer, paie ses charges. Pour nous, cette égalité entre les cohabitants, c'est ce qui fait qu'on est dans une création de liens. On n'est pas dans une relation de dépendance, on ne doit pas s'organiser, penser à des choses exceptionnelles. Non, la personne, elle a un revenu. C'est des personnes qui obtiennent un revenu parce qu'elles ont un séjour légal. C'est un revenu, alors certes, elles ont un niveau de vie au départ plutôt bas par rapport au reste de la colocation. C'est un revenu d'intégration du CPS, mais ça permet de payer un loyer, des charges comme les autres. Il n'y a rien à mettre en place de particulier. Eh bien, merci beaucoup Lionel Defreng d'être venu nous parler du programme Calme, et on invite les personnes qui ont le statut réfugié ou qui ont une chambre entre oui, on invite les citoyens exactement, à se lancer, notamment les citoyens qui peut-être hésitent parce qu'ils ont peur de se lancer sans un cadre, sans un accompagnement et qui ont entendu peut-être des témoignages d'histoires négatives. On peut les rassurer, quand c'est bien encadré, quand c'est bien préparé, ça se passe très bien. Merci beaucoup.